Hello. Bon, bonsoir. J'espère que ça s'est bien passé pour vous aujourd'hui avec les pitchs avec la région. Vous n'êtes pas super méga nombreux pour l'instant, mais je propose qu'on commence quand même et on pourrait toujours rattraper avec le replay par la suite si jamais les gens ils arrivent un peu plus tardivement. Donc, ce soir, c'est la dernière formation en ligne, donc avant le CES. Donc, cette séance est dédiée à votre sécurité, donc la protection de votre IP, la protection de vos matos et vos personnels sur place aussi. Donc, c'est vraiment une séance importante pour vous et pour votre entreprise. Donc, merci d'être avec nous ce soir. Et du coup, je suis ravie d'accueillir Marie Millet de l'IMPI, qui va vous parler plutôt du volet IP, et Guillaume Saint-Marcoux de notre équipe Aminologie, qui est notre expert genre IT et cybersécurité en interne, et qui va présenter plutôt le volet cybersécurité et protection, genre sécurité physique aussi de vos matériels. Donc, Marie, je te laisse démarrer, si tu veux bien. Eh ben, bonjour à tous. Effectivement, je suis là pour l'INP, donc pour vous parler surtout du volet un peu plus propriété intellectuelle, de ce qui est important. Certains d'entre vous ont peut-être déjà mis en place des choses et vous avez raison. Donc sur ma première slide, je vous parle du mémo. Il y a un mémo de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense qui nous parle des bons réflexes à adopter quand vous partez à l'étranger. Nous, nos recommandations, elles sont calquées là-dessus d'une certaine manière parce que protéger sa propriété intellectuelle à l'étranger, c'est aussi éviter les principaux impacts négatifs que vous voyez à l'écran. Le but, c'est vraiment, vous, de vous protéger au maximum avant de partir, au moment d'être sur le salon et après le salon. Donc, sur ma slide suivante, je vous parle de qu'est-ce qu'il faut faire avant le salon. Voilà, donc le but, c'est l'anticipation. L'anticipation est la meilleure des stratégies dans le sens où plus vous mettez de choses en amont en place, moins vous aurez besoin d'y penser le jour J. Plus vous vous serez renseigné avant, vous aurez pu mettre en place ces automatismes, etc. Donc, de toute façon, même si là on parle du CES, c'est des choses à faire d'une manière générale. Donc, datez vos créations au fur et à mesure, tracez votre savoir-faire. Définir quelles sont les informations sensibles, qu'est-ce que vous allez devoir faire quand vous allez rencontrer des gens, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire, ne pas dire, quelles sont un peu vos limites. Forcément, vérifier si vous n'allez être pas contrefacteur d'un brevet, d'une marque sur le marché américain, si jamais vous parlez de votre projet au CES, de vérifier en amont qu'il n'y ait pas de conflit avec quelqu'un qui pourrait être sur ce territoire-là. Parce que la propriété intellectuelle est territoriale. On se protège pays par pays. Donc, si vous n'avez pas de protection aux États-Unis, mais que vous en avez une en France, celle que vous avez en France ne vaut pas pour les États-Unis. Donc, bien aussi vous renseigner sur les interlocuteurs que vous avez prévu, vous, de rencontrer. Essayez de les rencontrer au maximum dans des espaces confidentiels si vous parlez un peu plus largement d'informations sensibles. Et surtout de vous avoir vraiment tous ces renseignements qui sont classifiés à jeudi dans tous les cas, je dis sous un NDA et je dis pas du tout, par exemple. Que vous ayez un peu défini ça avant que plutôt le jour J, sans savoir un peu au pif ce que vous allez pouvoir faire. Effectivement, dernier point, protégez vos savoirs. Si vous avez des titres de propriété intellectuelle à déposer, on est en novembre, il y a encore un peu de temps d'ici janvier. Si vous voulez déposer votre marque parce que vous allez aller sur ce marché, votre brevet, etc. Je veux bien la slide d'ensuite, s'il vous plaît. Ensuite, du coup, c'est quand vous êtes sur place sur le salon.
Donc, je vous les ai catégorisés en 3, mais c'est quand même avoir en tête le plus important. Donc, comme on a vu, on a classifié les infos sensibles. Donc, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Donc, celles qu'on a dit qu'on ne disait pas, on ne les dit pas. On va aussi pouvoir en profiter pour être dans le même lieu que tout le monde. Ça a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est il faut bien vérifier qui est sur le stand, limiter l'accès à vos données, à vos maquettes, à vos équipements, etc. Faire attention qu'il y ait toujours quelqu'un pour surveiller, pour être sûr qu'il n'y ait pas de choses qui disparaissent, etc. Si vous n'avez pas encore déposé de brevet, même au niveau français, il faut aussi prévoir de garder le secret pour préserver votre nouveauté. Donc, ne pas divulguer non plus de détails trop techniques pour ne pas vous auto-divulguer et du coup vous auto-antérioriser, détruire la nouveauté d'un futur brevet. Et surtout, le côté positif, c'est quand même que ça vous permet de faire de la veille sur ce qui fait au niveau des concurrents. Donc, pensez bien à aller regarder ce que les autres font et éventuellement voir s'il y en a qui font pareil que vous. Et si ces personnes font pareil que vous, peut-être voir s'ils sont postérieurs à vous et dans ce cas-là, peut-être contrefacteurs, voir sur quel marché eux sont, etc. Ensuite, une fois que le salon est terminé, c'est ma slide d'après. Une fois que le salon est terminé, vous allez avoir accès à plus d'informations encore. Sur la base des informations que vous avez récoltées sur le salon, vous allez pouvoir faire des recherches sur les bases de données, par exemple les bases de données de l'INPI, le site data.inpi.fr, pour faire des recherches sur les brevets, les marques, pour pouvoir aussi, vous, ensuite, vous dire, bah, ce pays-là, il y a un brevet, donc je ne serai pas libre d'exploiter, mais par contre, sur ce pays-là, il n'y a pas de brevet, donc je vais pouvoir, si ce territoire n'est pas protégé par un brevet, mais que le brevet a été divulgué dans un autre pays, je vais pouvoir exploiter sans brevet et librement, donc je vais pouvoir orienter ma stratégie plutôt vers tel pays. Donc en fait, le but, c'est plus vous recueillez d'informations, ces informations, il faut ensuite vous les classer entre guillemets avec où est-ce que cette information, elle m'a servi de veille techno, cette information, elle m'a servi plutôt de veille concurrentielle, cette information, elle m'a servi plutôt de stratégie d'expansion pour voir sur quel marché je vais. Donc, le but, c'est ensuite affiner votre stratégie et du coup, d'avoir toutes tous les informations pour ensuite sereinement aller vers une stratégie de propriété intellectuelle potentiellement à l'international. Et donc, ma slide d'après, parce que la présentation est assez courte, c'est plus pour vous faire un rappel et des petits warnings. Vous n'êtes pas seul et du coup, l'INPI, on est partenaire de Minalogic sur ce sujet-là et de toute façon de l'agence aussi. On vous propose des rendez-vous et des diagnostics gratuits avec des experts en propriété intellectuelle comme moi. On a aussi des experts en propriété intellectuelle qui sont dans le monde entier. Et en l'occurrence, on a une experte qui est basée à Washington et qui connaît parfaitement l'Amérique du Nord. Donc, on pourrait prévoir des rendez-vous pour, si vous avez besoin de discuter plus particulièrement de votre cas à chacun. Vous avez les adresses email de vos contacts en région. Vous écrivez à cette adresse email et nous vous répondrons. On essaiera de se faire un petit rendez-vous, une petite visioconférence pour discuter de ces sujets-là. Eh bien, merci à tous. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions à ce sujet. Vous avez des questions, c'est le moment. Du coup, on partagerait les coordonnées de Marie et de sa collègue Elisabeth aussi si jamais vous avez des questions par la suite qui arrivent en tête, comme ça, habitude de faire. Mais merci beaucoup Marie de ton intervention et à très bientôt. Merci à tous et puis bon courage. Merci. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, je vais prendre la suite.
Donc moi je suis Guillaume Saint-Marcoux, donc je suis de Minalogic, hein, j'y suis depuis 13 ans, je suis le responsable informatique, IT, système d'information, mais aussi sécurité, cybersécurité, sécurité économique. Donc je crois que c'est plus ou moins la première fois qu'on fait cet exercice, vraiment formellement avec un support dans le cadre du On the Road to CES. Je pense qu'on le pérennisera par la suite. J'ai rassemblé beaucoup de matériel, hein, dans les slides que vous aurez. Donc j'irai quand même assez vite sur certains points qui sont plus généraux et pas spécifiques au CES. Donc je pourrais pas tout détailler, ce serait trop long. Mais voilà, vous aurez le support et puis je reste à disposition aujourd'hui ou après le CES si nécessaire. Avant de commencer, cette information à retenir, c'est que la vigilance passe par la connaissance, donc la sécurité, la cybersécurité, la mise en place de mesures de comportement, ça passe par la connaissance. Si on ne sait pas ce qu'on risque, comment ça peut arriver, tous les impacts possibles, on ne peut pas être suffisamment préparé et vigilant. Donc ça passe par une sensibilisation, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais pas que j'espère. J'espère que vous le faites déjà aussi en interne. Et puis de la formation, ça doit être régulier, rabâché. Donc c'est juste vraiment une première étape. Donc aujourd'hui, on vous partage pas mal d'informations, de conseils, de bonnes pratiques issues de notre expérience, mais aussi de choses beaucoup plus partagées qui existent auprès de l'ANSSI ou de différents services de l'État, ou des choses aussi qui viennent de partis militaires. Malgré tout, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de professionnels pour aller plus loin et se faire accompagner dans la mise en place de mesures techniques ou comportementales autour de la sécurité. Donc le plan d'aujourd'hui que je vous propose, donc qu'est-ce qu'on doit craindre? Donc pourquoi on attaquerait? On fera un petit focus quand même sur les différents types d'attaques et ce qui existe dernièrement, enfin des choses un peu générales, mais aussi ce qui arrive plus récemment. Comment on peut essayer de s'y préparer dès maintenant, et puis si ça arrive, quels sont les bons réflexes à avoir. Donc sur le premier point, donc, je ne vais pas vous assommer de chiffres au cours de la présentation, mais j'ai quand même essayé de trouver des informations là, sur le coût des cyberattaques en 2024, de voir de quoi on parle et voir les ordres de grandeur. En France, on parle de 2 à 100 milliards sur l'année 2024, 10 000 milliards dans le monde, et on estime l'évolution actuelle environ 15% tous les ans. Donc on voit l'importance de ce sujet, d'en avoir conscience et de le gérer. Alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait vous attaquer? Différentes motivations. Donc, ça peut être de l'espionnage, hein, qui peut avoir plusieurs visées politiques sur un secteur, sur une entreprise, sur de la recherche, sur des personnes. Ça peut être du sabotage, vous faire perdre du temps, de l'argent, de la crédibilité ou de l'image. Sur la partie brevet également. Financière, chantage, vengeance, des choses qui sont un peu plus axées sur l'idéologie, avec de l'activisme, du terrorisme, ou aussi tout simplement par jeu ou défi de hackers entre eux. Qui voudrait faire ça? Au premier rang, on peut peut-être savoir sans doute d'une organisation concurrente, mais aussi des organisations dont c'est l'objectif, hein, les organisations cybercriminelles. Ça peut être quelque chose qui est beaucoup plus gros et étatique. Ça peut aussi être un collaborateur ou un ancien collaborateur. Voilà. Sur les impacts, j'ai repris en fait ce qu'a dit Marie juste avant, hein, mais peut-être important de le redire. Ça peut vous faire perdre des marchés, des avantages concurrentiels, euh, perdre de confiance et d'image auprès des clients, des fournisseurs, perte d'avance technologique, capacité d'innovation, ou d'une manière plus globale, si on regarde au niveau France, atteinte au patrimoine scientifique et technologique de la nation. Comment ça se matérialise de différentes façons, en différents vecteurs d'attaque, donc tout ce qui est numérique. Beaucoup de choses passent par le mail, mais ça peut aussi arriver par la navigation sur Internet. Ça peut venir d'applicatifs qui seraient défaillants ou d'OS, de choses qui se passent dans le cloud, des API, des librairies. Ça peut arriver par du matériel, des PC, des périphériques, par le réseau, Wi-Fi, Bluetooth, NFC.
Il n'y a pas que les PC, hein, les mobiles sont aussi beaucoup ciblés. Voilà, donc tout ce qui est numérique, ça peut également être sur du matériel, donc du vol de matériel ou d'informations ou de documents ou de prototypes. Et puis l'ingénierie sociale qu'on peut retrouver dans le premier volet numérique, mais aussi au téléphone, sur des visios type deepfake ou en face à face, hein. Dans quel contexte tout ça peut se passer? Je le disais à l'instant, ouais, téléphone, rencontre physique au bureau, à la pause déjeuner, au restaurant, à la pause café. Dans les événements, on a souvent ça. On va laisser son matériel, on va aller à la pause café, on se dit tout le monde l'a laissé, il n'y a pas de problème, mais s'il y en a. Dans les transports, transports au sens large, le bus, le métro, une navette, un train, un avion, chez le loueur de voiture, dans le taxi, transport, tout type de transport. À la douane, je l'ai mis en rouge ici. C'est un point un peu particulier, c'est que à la douane, on peut vous demander votre matériel. On peut prendre votre matériel et l'amener dans une salle derrière. Vous ne savez pas ce qu'on y fait. On peut vous demander de déverrouiller la session, de décrypter, déchiffrer l'appareil. Voilà, vous ne pouvez pas vous y opposer. Euh, donc voilà, vous savez que vous avez été potentiellement victime d'intrusion. Vous le savez, mais vous pouvez rien y faire. Autre contexte, l'hôtel. Donc, dans un salon, un événement, c'est un lieu idéal pour faire des attaques. Tout ce qui est goodies, les choses qu'on vous donne ou les choses que vous trouvez par terre, une clé USB, quelque chose, peuvent être placées là intentionnellement et dangereuses. Tout ceci est amplifié si on n'a pas connaissance que ces choses peuvent se passer à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc voilà, si on n'a pas déjà entendu une fois, si on n'a pas entendu un témoignage. Donc la sensibilisation et l'information sont très importantes. Et puis c'est amplifié également si vous n'êtes pas préparé et que vous avez un environnement numérique qui est pas suffisamment sécurisé. Voilà, donc tout ça, ça pourrait ressembler à un scénario de film, mais c'est pas du tout le cas, hein. Tous les acteurs privés, publics le confirment, regorgent d'exemples vécus, hein. Si vous avez déjà assisté à des conférences de l'ANSSI, de la DGSI, de choses du secteur de la défense, voilà, on vous le dit et c'est vrai. Et un salon type CES d'envergure, c'est vraiment le lieu rêvé. On a une concentration à un endroit d'innovation, tout un tas de choses. Il y a beaucoup de monde, ça brasse dans tous les sens, donc c'est pour eux le lieu idéal. Alors, si on se penche un peu plus maintenant sur les types d'attaques, donc d'une manière générale, on peut avoir différentes choses. Donc, soit c'est des attaques vraiment de masse, soit ce sont des attaques ciblées. Donc, les phishing que vous allez recevoir sont souvent à grande échelle. On arrose, on envoie des hameçons, hein, c'est ce que veut dire phishing, et puis on regarde de façon opportuniste qui mord à l'hameçon. Ça peut être un gouvernement, un État qui est ciblé. On est perpétuellement dans des guerres économiques et idéologiques. Voilà. Si vous avez un rapport avec l'Ukraine, il y a des campagnes de désinformation. Ça peut être quelque chose visant globalement, par exemple, la France. Ça peut être des secteurs d'activité. On entend beaucoup dans les médias, les hôpitaux, les collectivités, mais pas que. Ça peut être ensuite une entreprise qui est visée spécifiquement ou certaines personnes à l'intérieur d'une entreprise. Euh, Les attaques, elles peuvent être passives ou actives, hein. Donc, l'attaquant peut rentrer dans des systèmes d'une manière ou d'une autre, écouter, mais voilà, rester juste à écouter, à regarder ce qui se passe. Et s'il n'y a pas des moyens techniques ou des analyses de log qui permettent de s'en rendre compte, ça peut perdurer des mois, des semaines, des années. Donc, c'est finalement l'attaque la plus dangereuse. Ou alors, effectivement, il récupère des données. Il laisse des traces où il veut perturber le fonctionnement du réseau. Euh, Ça peut être visible ou non visible. Donc, peut être attaqué sans le savoir et c'est finalement là où il y a le plus de danger. Et tout ça en 2025 et puis depuis quelques années, et ça ne fait que aller en s'accroissant, ça s'industrialise.
notamment via l'IA. Donc, il y a de plus en plus de possibilités, ça se démocratise, les failles sont utilisées de plus en plus rapidement, exhaustivement. Il est beaucoup plus facile de faire des ciblages, de récupérer des informations sur tout un tas de choses, d'entreprises, de personnes. Il existait depuis très longtemps ce qu'on appelle l'OSINT, l'Open Source Intelligence, donc la récupération d'informations en source ouverte, donc des choses qui sont disponibles publiquement, hein, sans aller hacker quoi que ce soit. On pouvait déjà récolter tout un tas d'informations sur des personnes, des entreprises, des intérêts. L'IA permet de multiplier ça et de l'industrialiser. Alors, sur l'éthique d'attaque, donc, je pense que c'est important de passer un moment sur l'ingénierie sociale. Donc, l'objectif de l'ingénierie, c'est de pousser la victime à cliquer, installer quelque chose ou révéler quelque chose pour faire tout un tas de choses, obtenir des accès, des informations, installer un malware. Donc, tout de suite, on pense au phishing, qu'on reçoit beaucoup tous par mail. Euh, mais pas que, il y a des versions en téléphone, ce qu'on appelle le vishing ou SMS, smishing. Et dernièrement, ce qui est en croissance exponentielle, c'est tout ce qui passe par les QR codes, le quishing. Ça explose. QR code, ça peut être la carte dans un restaurant, ça peut être une carte de visite de la personne que vous avez en face de vous. Quand vous recevez un mail, que vous voyez un lien, j'espère que vous avez l'habitude de passer votre souris dessus pour voir vers où ça mène, et puis de cliquer ou pas en fonction aussi d'autres éléments que vous aurez eus. Mais le QR code, vous ne savez pas où ça vous amène. Donc, ça vous amène sur une page, sur le restaurant. Vous allez arriver sur une page avec un menu qui semble être de là où vous êtes, mais qui a été piraté, qui est fausse. Et puis, ça va installer, récupérer des informations sur votre téléphone, par exemple. Donc, faire très attention à ça. Pareil pour les cartes de visite. Le spear phishing, c'est la version ciblée du phishing. Et puis l'ingénierie sociale, eh ben, sur des rencontres avec des personnes, donc au téléphone, en visio, enfin en audio ou en vidéo, avec des choses de type deepfake, où on a l'impression de parler à son PDG ou à quelqu'un qu'on connaît, visuellement et oralement aussi. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Bon, sur les SMS, ben, on a tous reçu bonjour, c'est le livreur, vous n'étiez pas là, ça rentre pas dans la boîte aux lettres, et puis ça vous invite à cliquer sur un lien. Beaucoup de choses sur le partage de fichiers, on le reçoit très souvent aussi. Un fichier vous a été partagé dans Google Drive, dans SharePoint, cliquez ici pour l'ouvrir. Sur des outils collaboratifs type Teams, des pages de connexion, vous pensez vous connecter sur Google ou sur Microsoft, et puis en fait, pas du tout. Les factures, les relances de factures avec des PDF associés vérolés. L'arnaque au président, donc vous avez dû en entendre parler. Le service comptabilité reçoit dans l'urgence un mail du président, très bien fait, potentiellement même avec son adresse email. J'ai rencontré l'avocat pour tel projet, il faut débloquer en urgence aujourd'hui un virement, voici le RIB. Et ben, des fois ça passe. Les deux derniers sont plus récents et très crédibles et très dangereux. L'authentification, donc là, on va vous partager un fichier ou une application et vous allez vouloir vous connecter avec votre compte Google ou votre compte Microsoft et vous allez avoir la fenêtre habituelle d'authentification et qui n'est en fait pas la bonne et ben, vous allez révéler vos identifiants, login potentiellement de votre SI interne. Euh, voilà, donc évitez déjà de façon absolument de se connecter avec vos comptes Google ou autres sur d'autres systèmes. Faites un compte séparé à chaque fois sur l'application. Le click fix, où là on vous fait vous-même vous pirater, ça apparaît souvent sous forme de CAPTCHA.
Donc c'est un CAPTCHA d'un nouveau genre où on vous demande en fait pour vérifier que vous êtes humain, d'appuyer sur des touches. Donc on va vous dire bah, appuyez sur Windows et R en même temps, puis CTRL V et puis Entrée. Et puis voilà, vous venez de rentrer sans vous en rendre compte du code malveillant sur votre système qui va télécharger ou faire des choses ensuite. Donc les QR codes, l'authentification, le clic fixe, c'est ce qu'on voit beaucoup en ce moment. Donc ça c'est plus sur Action numérique. QR code, par contre, effectivement, vous pouvez aller voir directement au CES. Pour arriver à ça, en fait, ça part les fondements de l'ingénierie sociale. Donc, les attaquants vont exploiter des mécanismes psychologiques fondamentaux. Ce sont les biais cognitifs. Donc, donc il y en a plusieurs. Donc, le stress ou l'urgence, il va falloir faire quelque chose rapidement. Il y a un virus, il faut appeler tel service ou cliquer là-dessus. Les figures d'autorité, vous avez été flashé, quelque chose de l'assurance maladie, le chantage, le gain, la curiosité ou la rareté, ou l'affinité. Donc là, plus en face à face peut-être, vous allez avoir des interlocuteurs. Comme par hasard, ils auront une fille qui a le même âge que la vôtre, ils auront fait des voyages similaires. On va créer une zone d'affinité pour faire baisser la garde. Et tout ça est facilité avec les informations qu'on peut récolter sur vous via l'OSINT, via l'IA, via les réseaux sociaux. Ensuite, on a 4 leviers de manipulation qu'on résume par VIS ou MICE en anglais. La vénalité, l'idéologie, la compromission ou jouer sur l'ego. Et au fur et à mesure d'une discussion, vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais vous pouvez divulguer des informations qui sont très précieuses pour les hackers sur la société, donc sur les personnes, l'organigramme, les fonctions des personnes, les responsabilités, les procédures, donc identifier la bonne personne au service comptable qui fait les virements, comment il les fait, est-ce qu'il y a des procédures, donc sur les personnes, leurs intérêts, les emplois du temps, les habitudes, potentiellement aussi des informations compromettantes. Et puis sur tout ce qui concerne l'environnement informatique, savoir sur quel OS vous êtes, sur quel matériel précis, les matériels, donc les droits d'accès, l'implantation physique de vos bureaux, de vos serveurs, toute cette petite somme d'informations, savoir que j'utilisais tel type de firewall, va servir à accéder beaucoup plus facilement à des systèmes ou par rebond entre différentes personnes à obtenir encore plus d'informations. Donc l'ingénierie sociale, ouais, c'est tout le facteur humain en fait qui peut être un maillon faible. On a des outils techniques qui sont bons, mais qui sont quand même sensibles aussi à des failles, mais souvent ça vient de l'humain et l'ingénierie sociale permet d'arriver à ça. Sur des parties techniques, les malwares, bon, ça vous voyez, j'imagine ce que c'est, donc ça peut faire plein de choses, hein, infecter, détruire, voler, exfiltrer, rançonner, souvent avec pour objectif de prendre possession d'un compte ou d'une machine, d'un serveur ou d'un réseau. Donc il peut y avoir différentes fonctionnalités, donc il peut y avoir un but de réplication avec des virus, des vers, des chevaux de Troie, des rootkits. Donc ça va être des choses qui sont beaucoup plus bas système, donc en dessous de l'OS, en dessous du système d'exploitation. L'objectif peut être de prendre le contrôle d'un PC, d'un serveur, d'un réseau, avec des bots, des portes dérobées, des backdoors. On peut chiffrer. Donc vous avez tous entendu parler, je pense, des ransomware. On vous chiffre complètement votre PC ou un serveur ou votre cloud. Et on vous réclame une rançon pour potentiellement vous donner la clé de décryptage, mais sans garantie. La double extorsion, c'est on chiffre vos données, mais en plus, on les a auparavant exfiltrées. Donc on vous menace en plus de vous demander de vous permettre de les déchiffrer, on vous menace en plus de les divulguer à l'extérieur. Et on vous demande aussi une rançon pour ça. Et là aussi, pas de garantie que ça soit fait ou que ça ne soit pas fait. CryptoMiner, on va vous mettre un petit logiciel qui va utiliser les ressources de votre PC, de votre serveur pour miner des cryptos, donc des bitcoins. CryptoJacker, on va essayer de voler vos bitcoins. On peut vous espionner, donc des logiciels type spyware.
Keylogger, ça va enregistrer toutes les touches qui sont tapées, donc, notamment les logins mots de passe. Vous perturbez dans votre travail avec les adwares, donc des fenêtres qui vont surgir un peu partout sur votre écran. Et puis un mix de tout ça, voilà, des logiciels qui vont faire tout ça en même temps. On peut voir aussi des attaques sur le réseau, en limites différentes. On va se positionner au milieu d'un réseau et puis écouter, regarder ce qui se passe, du sniffing, de l'ARP spoofing, des DOS sur les attaques par déni de service, dont on parle aussi régulièrement dans les médias. Donc là, on va envoyer énormément de requêtes sur un serveur, un site web, pour le rendre HS, le rendre inopérant. Il y en a tellement qui arrivent, on parle de millions, de milliards qui arrivent à la seconde. Ça fait tomber votre service. L'IMSI Catcher, il faut savoir donc ça que ça existe. On peut écouter vos conversations téléphoniques, hein. Vous isolez au CES pour passer un coup de fil un peu confidentiel, mais il y a des appareils à faible distance qui permettent de récupérer, enfin d'écouter ce que vous dites. Les attaques peuvent être aussi au niveau du système ou applicatif. SQL injection, donc sur un site web, sur une application, si c'est pas bien codé, vous avez par exemple un champ de formulaire ou de recherche. Et ben, si c'est pas bien fait, en fait, on peut accéder directement à la base de données, envoyer des commandes en fait de base de données ou d'un autre langage. Ça peut être SQL, mais ça peut être d'autres choses. Ils vont détourner des droits, supprimer des choses. Voilà. Il faut aussi que vos applicatifs, vos sites web soient protégés. XSS, donc ça va manipuler un site web pour qu'il renvoie un script malveillant à des utilisateurs. Buffer overflow, arriver à des limites en fait de logiciels pour arriver dans des conditions limites et bloquer certaines choses ou rendre les comportements un peu erratiques. Adversarial attack, vous pourrez regarder ça sur Internet, ce sont des attaques au niveau de l'IA et j'en reparle un petit peu après. Vous avez aussi sans doute entendu parler de Pegasus ces dernières années et ça n'a pas dû aller en s'améliorant. Je crois que c'est un logiciel à l'origine israélienne, il me semble, mais utilisé pour pas mal de services de renseignement, dont la NSA, qui permettait de mettre sur écoute complète des personnalités du monde entier, qui avaient des terminaux pourtant très sécurisés, mais tout était accessible. Vous avez aussi les logiciels qu'on peut utiliser régulièrement, des WhatsApp, Signal, Telegram, WeChat, enfin, des systèmes de messagerie. WhatsApp, Signal, il faut savoir que la NSA dispose des clés de décryptage, hein, donc non, c'est pas sûr. Je crois qu'il y en a un de WhatsApp pour le CES, donc pas d'informations confidentielles là-dessus. On pourra aussi en reparler avec Damien. Kate, il existe des logiciels, donc je vous en ai mis deux, la CryptoBox. euh, donc CC, ce sont les critères communs de l'ANSSI, hein, donc c'est un niveau très élevé. Olvid, c'est certification en sécurité de premier niveau, qui sont des solutions françaises agréées donc par l'ANSSI, de messagerie, de partage de fichiers qui sont extrêmement sûrs. Donc ça vaut peut-être le coup aussi de réfléchir à utiliser ça plutôt que WhatsApp. Il y a une version gratuite de Olvid, euh, donc pour de la messagerie et aussi potentiellement de l'audio. Alors sur la version gratuite, c'est juste de la réception. Telegram sous influence russe, WeChat sous influence chinoise. Voilà, faire attention à tous ces logiciels. Sur l'IA, effectivement, il peut y avoir des attaques qui se passent carrément au niveau de l'entraînement. On va empoisonner les données, donc on va les corrompre pour altérer le comportement du modèle et les réactions. Ou alors en phase d'inférence, où on peut injecter des prompts spécifiques, voilà, manipuler des instructions pour pousser les résultats aussi, récupérer des informations qui seraient en fait à l'intérieur du modèle, sur la chaîne d'approvisionnement. Au niveau des images aussi, en modifiant quelques pixels, on peut arriver à détourner soit l'entraînement, soit les résultats attendus.
Donc c'est un domaine qui bouge beaucoup s'il y a. Il ne faut pas du tout y faire une confiance aveugle. Et, et donc ça peut servir à se défendre, mais ça peut être aussi une source d'attaque. Autre type d'attaque, usurpation, falsification, on peut arriver à se faire passer pour quelqu'un d'autre, hein. Quand vous regardez un mail, j'espère que vous avez l'habitude de regarder de qui ça vient. Donc des fois ça vient de je ne sais quoi, point .ru, mais des fois ça vient vraiment de la personne et enfin, ça vient pas d'elle, mais c'est vraiment son mail qui s'affiche. Ou ça peut venir de son IP ou de. On peut se faire passer pour une adresse IP en particulier ou un DNS. Deepfake, donc ce sont ces vidéos, ça demande pas mal de ressources hein, derrière, mais il est possible de faire des vidéos en changeant le visage et la voix. Le typo squatting, c'est peut-être un peu moins connu, mais c'est une forme d'attaque d'ingénierie sociale basée sur le détournement d'URL. Donc, vous recevez un mail, vous regardez où va le lien, vous voyez google.com, ok, ça vous semble bon, et en fait, c'est pas Google, mais c'est Géo de GLE. L'esprit regarde rapidement des fois certaines choses et il va pas s'en rendre compte. Donc ça, c'est le typo squatting. Il y a des toutes petites différences sur les URL, mais qui ont une grande importance. L'homographe attack, ça va encore plus loin, parce que là, on va en fait remplacer des caractères euh, par des caractères d'un autre alphabet, latin, cyrillique, grec, tamoul. Vous allez être sur paypal.com, ça sera écrit paypal.com, mais en fait, c'est pas le P de chez nous, c'est un P cyrillique et visuellement, ça se voit pas. Et voilà, vous êtes sur un autre site. Donc évidemment, ils auront fait la même page d'accueil et on va récupérer vos identifiants. Ce qui s'appelle le credential stuffing, bah, vous avez tous entendu parler de fuite de données massives hein, dans les médias, où vous recevez aussi des mails, tel service s'est fait pirater. Voilà, donc là, il y a une obligation d'information de par la CNIL, par différentes normes. Vous êtes informé que des données ont fuité. Potentiellement, donc, il y a des logins mots de passe qui fuitent et puis qui se retrouvent sur le dark web. Donc, il y a des listings de millions, de milliards de lignes hein, qui circulent. Et toutes ces choses-là elles sont testées sur tous les systèmes massivement, industriellement. Sur les attaques, donc là au plus proche, donc par exemple sur un événement CES, intrusion physique, vous récupérez, on le disait tout à l'heure, un appareil USB, donc une clé USB, mais ça peut être aussi un goodies qu'on vous offre, un ventilateur connecté, quelque chose pour chauffer votre tasse de café, et puis ça va injecter ou récupérer de l'information. Les USB killers, donc ça va être la même chose, mais sauf qu'au lieu de récupérer de l'information, ça va détruire physiquement des composants à l'intérieur de votre PC. Donc on peut vous voler effectivement un PC, un téléphone, un prototype, quelque chose qui était là sur votre stand. Attaque supply chain sur un fournisseur, que ce soit matériel ou un fournisseur de services de chez vous qui se fait attaquer par rebond, ça arrive chez vous. Alors, comment on va pouvoir se préparer au mieux? Donc, il y a des mesures assez générales, hein, donc sur tout ce qui est PC, ils doivent être à jour absolument, donc sur le système d'exploitation, sur les correctifs de sécurité. Bas niveau aussi, le firmware hein, sur le BIOS. Et tout ça doit être fait depuis une source officielle. Vous n'allez pas récupérer la dernière version de logiciel depuis download.com. Vous la récupérez depuis Fortinet ou enfin, depuis l'applicatif. Vos disques doivent être chiffrés en cas de vol. Vos appareils doivent avoir un verrouillage automatique, idéalement inférieur à 2 minutes. Et puis, vous devez aussi avoir l'habitude, quand vous mettez votre PC sur Windows, d'appuyer sur Windows L pour faire un verrouillage rapide ou CTRL Alt Sup, ça marche aussi. Les mots de passe, évidemment. Donc, il faut une politique de mots de passe avec une longueur, une complexité. Il faut un gestionnaire de mots de passe. Il faut de l'authentification multifacteur, donc avec plusieurs appareils, hein, par SMS ou encore mieux par
application d'authentification, parce que les SMS peuvent s'afficher sur l'écran de verrouillage de votre téléphone si ce n'est pas bien paramétré. Euh, sur, euh, sur ce à quoi vous avez accès sur votre PC ou téléphone, donc il faut séparer les droits utilisateurs des droits administrateurs. Euh, Absolument ne pas se connecter avec un compte admin à l'étranger. On le verra un tout petit peu après, mais voilà, utiliser à minima un compte utilisateur, voire un compte autre. J'en parlerai juste après. Gérer les droits d'accès aux différents documents en fonction des personnes. Euh, si un compte se fait pirater, ben, qu'on limite la surface de ce à quoi, de ce qui peut être accessible. Contrôle des accès externes, donc là c'est à la fois des extérieurs qui pourraient avoir un droit d'accès à quelque chose chez vous, dans quelles conditions, donc bien limiter tout ça. Mais c'est aussi les personnes de chez vous qui accèdent à votre SI en dehors du réseau interne, ou avec un autre appareil, ou depuis un emplacement différent, ou depuis un emplacement spécifique à l'étranger, sur des périodes définies. Il y a maintenant tout un tas d'outils qui permettent de faire des règles sur ces choses-là, des accès conditionnels. Donc c'est à penser à l'avance. Vos réseaux doivent être cloisonnés. Votre réseau industriel doit être séparé du réseau RH compta, du réseau bureautique. Bon, tout ça, c'est des choses assez générales qu'on retrouve dans tous les guides d'hygiène informatique, hein. Vous devez faire des sauvegardes, elles doivent être régulières, redondées, sur plusieurs sites, hein, délocalisés. S'il y en a un qui brûle, type le data center OVH il y a quelques années. Et puis surtout, elles doivent être chiffrées. Si vous avez un super système d'information, mais que vos sauvegardes ne sont pas chiffrées, il y a tout au même endroit. Donc, il faut faire attention aux sauvegardes. Et puis, donc ça, on l'a dit, on le rabâche, mais voilà, la sensibilisation à l'information, des campagnes de phishing surprises, régulières, mais aléatoires, sont des choses à mettre en place. Ça coûte pas très cher et ça peut rapporter gros. Les mots de passe, bon, comme, comme habituellement, il faut que ça soit difficile à retrouver. Il ne faut pas qu'il y ait de lien avec vous. On ne doit pas retrouver votre nom, votre prénom, vos initiales, des noms de jeunes filles, le nom de votre société, Espagne 2025, Médor Forever, des dates de naissance de vous, des enfants. Voilà. Pas de lien avec vous. Aujourd'hui, en 2025, si on veut dormir sur ses deux oreilles, il faut idéalement un mot de passe qui ait plus de 16 caractères. Il faut qu'il y ait des chiffres, des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux. Les caractères spéciaux pourront être les voyelles accentuées, hein. Ce n'est pas que les étoiles, dollars, ça peut aussi être ça. Sur la façon de les créer, donc les anagrammes du verlan, les premières lettres d'une chanson que vous connaissez, des choses en phonétique ou en message type hacker. Ce qu'on recommande maintenant, ce sont les passphrases, donc où là, on va finalement jouer sur la longueur du mot de passe. On va faire quelque chose de très long, mais que vous saurez retenir. On va dire par exemple, je suis né à 23h59 dans la clinique d'Artampion. Donc c'est très long. Si vous mettez des minuscules, des majuscules, des chiffres, voilà, vous vous en souviendrez, c'est très long et finalement ça ira. Ou alors associer des mots qui n'ont pas de rapport entre eux, les uns à la suite des autres. Ça agrandit, mais si vous avez un moyen mnémotechnique de vous en souvenir, c'est finalement moins compliqué que de faire des choses complètement aléatoires qui seraient générées par un logiciel spécialisé. On parlait il y a quelques années d'avoir des mots de passe avec une partie fixe que vous connaissez bien, et puis ensuite une partie variable, généralement qui dépend du contexte. Et voilà, s'il y en a un qui fuit, un deuxième, on peut arriver à trouver l'algorithme, et puis finalement, c'est pas si sûr que ça semblait l'être. Donc ça à bannir. Donc retenez les passphrases, et c'est la longueur du mot de passe en fait va vous apporter de la sécurité. Les mots de passe doivent être à usage unique, jamais réutilisés, hein, on l'a dit tout à l'heure, on les retrouve sur le dark web ou dans différents endroits, et ils sont testés. Donc, si vous en avez perdu un, bah, vous êtes piraté sur un système, mais pas sur les autres.
Il doit évidemment pas être écrit en clair où que ce soit, ni sur des post-it qui traînent sur votre bureau, ni sur la dernière page du cahier, ni dans un fichier texte dans votre téléphone ou dans l'application Notes, à ce qu'on aurait tous tendance à faire, mais qu'il ne faut pas faire évidemment. On n'enregistre pas non plus ces mots de passe dans les navigateurs Chrome, Firefox, Edge. On les stocke pas chez Google, c'est pas bien. Ni sur les PC, ni sur les smartphones. Et donc utiliser un gestionnaire de mots de passe qui font aussi générateur de mots de passe, hein. Vous dites fais-moi un mot de passe de 25 caractères avec ce type de caractères. Donc c'est introuvable. Euh, je vous ai mis celui-là là, qui passe, qui est agréé par l'ANSSI, qui est gratuit, euh, qui est hors ligne. Il y a plein de services, LastPass, qui sont sûrs, mais qui sont aussi fait pirater à certains moments à différents niveaux. Voilà. Moi, je préfère que ça soit hors ligne, que ce soit pas dans le cloud. On l'a chez nous et ça reste là. Sur la messagerie, bon, ce sont les recommandations classiques. Regardez d'où ça vient. Est-ce que vraiment il y a une raison que ça vienne de cette personne à ce moment-là? Faire attention aux liens, aux pièces jointes. Faire attention à la qualité du français dans le texte. Bon, c'est de moins en moins vrai avec l'IA, hein. Maintenant, les choses sont très bien faites. Si on vous demande des mots de passe, des informations bancaires, des choses qui attirent l'œil, où l'attention est toujours très, très attentif. Et puis, je le disais tout à l'heure, on peut se faire passer par quelqu'un pour quelqu'un. Ça peut paraître venir de la bonne personne, mais c'est pas le cas. Ou ça peut aussi venir de la bonne personne parce qu'elle s'est fait pirater là à l'instant. Voilà. Donc tout peut être bon au niveau de vos firewalls anti-spam. C'est le bon des KIM, des marques, et tout correspond, ça vient bien de la bonne personne, mais malgré tout, ça a été infecté et il va y avoir un lien vérolé à l'intérieur. Alors, sur les événements, donc avant l'événement, ben, partez du principe que vous allez subir une attaque et donc posez-vous déjà ces questions. Donc, quels sont les risques qui pèsent sur mon dispositif lors de ce salon et comment je peux les réduire pour les rendre acceptables, parce que les risques d'attaque sont quand même forts. Faites de la veille préventive. Regardez qui vont être vos voisins sur le stand ou en face. Les concurrents sur le salon, où est-ce qu'ils sont situés, lesquels il y a. Des sous-traitants, des délégations officielles étrangères. L'implantation physique de votre stand. Qu'est-ce qui est visible de quel endroit? Est-ce qu'il y a des zones un peu confidentielles ou pas? Euh, donc là, on parle du CES, mais il peut y avoir d'autres salons. Consultez France Diplomatie pour avoir des recommandations sur des pays étrangers. Inscrivez-vous sur le service du gouvernement qui s'appelle Fil d'Ariane, qui permet de dire je suis à tel endroit, sur tel salon, à tel moment, pour être informé des problèmes potentiels et savoir en cas d'événement extrême pour un rapatriement que vous êtes là-bas. Marie en parlait tout à l'heure, définir à l'avance ce que vous pouvez dire ou pas dire, ce que vous pouvez montrer, ce que vous pouvez faire ou pas au moment du CES. Et puis, tous ceux qui y vont ou peuvent aussi être amenés à être au téléphone pour le CES, bah, montrez-leur déjà cette présentation, informez-les des risques, des impacts, des bonnes pratiques et de tout ce qui peut être fait en termes d'approche de captation d'informations. Donc, ce qu'on vous recommande avant un événement, c'est bah, vous n'y allez pas avec votre matériel. Vous prenez un PC, ce qu'on appelle un PC blanc, donc un autre PC où il n'y a rien dessus, mais qui reprend tout ce que j'ai dit avant, hein, donc complètement à jour, chiffré, sécurisé avec des antivirus, des firewalls. Vous verrouillez le BIOS sur ce PC. C'est bien qu'il soit identifiable, que vous mettez quelque chose d'un peu discret, mais que vous pouvez quand même reconnaître quand vous êtes à quelques mètres pour reconnaître que c'est votre PC. Une petite pastille de couleur, un petit autocollant.
Euh, Réfléchissez à ne pas avoir besoin de dispositifs USB et bloquer physiquement. Il existe des choses physiques qu'on peut mettre à l'intérieur, qu'on ne peut pas enlever facilement, avec un dispositif particulier. Donc voilà, ça évite tout un tas d'attaques. Désactiver la caméra. Les micros, là on n'est jamais complètement sûr, mais il y a quand même malgré tout des moyens. Alors, il y a des choses au niveau de l'OS, mais souvent au niveau du BIOS, on peut arriver à faire des choses. Pas une assurance complète, mais c'est mieux que rien. Avant de partir, donc, vous faites un inventaire complet de ce que vous amenez, fourniture, matériel. Potentiellement, ça peut être intéressant aussi de placer des AirTags, hein, ces petits appareils. Donc là, c'est Apple, mais il y en a d'autres marques, hein. Des petits appareils qui vont permettre de géolocaliser quelque chose. Si vous amenez quelque chose qui est un peu gros, bah, vous pouvez peut-être placer ça quelque part. Euh, donc sur votre PC, utilisez un compte utilisateur local qui est dédié pour ce voyage. Il y a usage unique qui sera détruit après. Voilà, n'utilisez pas votre compte à vous sur votre, sur votre SI Microsoft ou autre. Utilisez quelque chose qui est local. Euh, donc il faut y réfléchir à l'avance, voilà, comment c'est possible, mais idéalement, il ne faut pas accéder au SI interne, ni au SI personnel d'ailleurs, hein, enfin au compte personnel, et n'emporter sur ce PC que les données qui sont strictement nécessaires à ce que vous allez vouloir montrer ou devoir faire là-bas. Pour la partie réseau, mettez en place un VPN. Donc pour le CES, il n'y a pas de problème, mais sachez qu'en Chine, aux Émirats Arabes Unis, en Iran, en Israël, à minima, les VPN sont interdits. Il peut y avoir aussi sur certains pays des problèmes sur le chiffrement des PC. Les BitLockers peuvent poser problème et vous apporter des ennuis. Et faites une sauvegarde avant le départ de ce que vous emmenez. Donc, c'est du PC, mais ça peut être aussi sur les matériels que vous emmenez. Ayez, euh, ayez une copie de secours. Et puis, donc, ce qui serait bien, c'est d'avoir un téléphone bon, qui est sécurisé également, chiffré également, avec un écran de confidentialité. Oui, je ne l'ai pas dit pour le PC, mais c'est le cas aussi, qui vous permettra d'accéder à votre messagerie. Et ce téléphone, ben, vous le gardez toujours avec vous, vous ne le laissez jamais nulle part. Sur la messagerie, vous pouvez aussi avoir, comment c'est possible dans votre environnement, mais ça peut être aussi une messagerie éphémère. C'est toujours vous, mais ce n'est pas votre compte habituel et vous n'avez pas l'historique de tous vos mails, ou juste certaines choses que vous êtes envoyées au préalable. Donc en cas de problème, c'est pareil, ça circonscrit la surface d'attaque. Sur votre téléphone, ça serait bien de verrouiller les transferts de données USB, que la prise USB, USB-C ne servent que à faire passer de l'alimentation. Donc ça, c'est possible, je sais, au moins sur les Android, hein, il faut aller dans les paramètres en mode développeur. Euh, En fait, quand vous mettez quelque chose en USB, vous pouvez le faire à ce moment-là, mais là, c'est trop tard, et vous pouvez le faire au préalable en mode développeur. Une fois que vous êtes sur le salon, c'est du bon sens, hein, mais ne jamais laisser les équipements et documents sans surveillance, ne pas laisser la session d'un PC ouverte si personne n'est devant, à moins que ce soit un PC de présentation qui fasse tourner une vidéo, évidemment. Mais si le PC n'est pas utilisé, il faut l'arrêter ou le mettre en veille prolongée. Si vous le mettez simplement en veille le soir, le PC n'est pas chiffré. Le chiffrement n'est actif que en veille prolongée ou en arrêt. Donc voilà, s'il est volé, si en veille est volé, vos données sont accessibles. Euh, Dans la mesure du possible, attacher le matériel au mobilier, s'il le permet. Damien me disait, pour des petits prototypes, ça peut être aussi du scotch double face. Voilà. Il y a différentes techniques, je crois qu'il vous en parlera ensuite. Et puis, ben, donc, sur vos équipements, ne branchez pas de support amovible. Tout à l'heure, là, USB, appareil connecté, trouvez vos paires. Ne rechargez pas d'autres appareils sur votre ordinateur. Voilà, quelqu'un va vous approcher. Il faut que j'appelle ma fille, son bébé est malade. Est-ce que je peux me recharger sur votre appareil? Non, refusez.
voilà, elle va essayer de vous amadouer. Si jamais ça devait être le cas, ayez un USB data filter. Donc, c'était un petit appareil qui se met entre le PC et la prise USB et qui permet de ne faire passer que l'alimentation. Donc, ayez ça coûte pas cher, hein. C'est disponible. Et puis, vos équipements, vous les rechargez qu'avec vos câbles et adaptateurs à vous, sur une prise secteur, pas sur les bornes libre-service que vous allez avoir à l'aéroport ou potentiellement sur les stands du CES. Donc l'adaptateur, comme le câble, peuvent être compromis. Euh, a priori, pas de problème sur l'induction. Euh, par contre, bien arrêté, Bluetooth, USB avant. Les QR codes, je vous en ai parlé tout à l'heure, pas scanner. Si malgré tout vous devez scanner, enfin récupérer un QR code sur une carte de visite par exemple, les téléphones modernes permettent de le prendre en photo et d'extraire la partie numérique. Donc cliquez pas sur accéder au QR code, vous vous faites numériser et puis vous récupérez nom, prénom, téléphone que vous collez ensuite ailleurs. Euh, donc sur les connexions, donc autant que possible, évitez tout Wi-Fi public, où que ce soit, gare, aéroport, bus, à l'hôtel, au restaurant. Utilisez un VPN, donc c'est un système, donc c'est un tunnel crypté en fait. Il y a des informations qui passent entre un client et un serveur de façon cryptée. Et encore mieux, enfin, utilisez aussi un VPN, mais plutôt sur votre connexion cellulaire. Donc, je sais que les abonnements free permettent d'accéder, d'avoir 25 ou 35 gigas de données aux États-Unis. Vous pouvez aussi acheter une carte SIM hein, qui soit dédiée, qui vous permet d'avoir un volume de données à l'étranger. Déconnecter la géolocalisation, le Wi-Fi, le Bluetooth, le NFC, lorsqu'ils ne sont pas utilisés, hein. Le NFC permet de faire pas mal de choses aussi lorsque c'est très proche. Ensuite, être très discret sur tout ce que vous dites avec vos collègues dans les lieux publics, les taxis. Enlevez le votre badge quand vous sortez du CES, hein, qu'on ne vous identifie pas facilement, ou votre entreprise. L'hôtel n'est pas du tout un lieu sécurisé, hein. On sait que tout le monde va être au même endroit au même moment. Voilà. Donc le Wi-Fi. On m'a parlé de drones aussi hein, qui volent près des chambres des hôtels pour se faire passer pour d'autres réseaux Wi-Fi. Soyez attentifs à tout ce que vous voyez là, au cours du voyage, à la douane, dans les transports, chez le loueur. Si vous devez louer une voiture, vous allez potentiellement mettre votre téléphone pour avoir le GPS. Potentiellement, ça va mettre quelque chose sur votre téléphone ou à minima récupérer les contacts hein, si vous cliquez mal. Quand vous rendez la voiture, bien s'assurer que vous videz toutes ces données. Les fils de protection, on en a parlé. Donc idéalement, ça serait bien d'avoir votre PC tout le temps avec vous. Peut-être qu'à un moment, il faudra malgré tout le laisser à l'hôtel. Mettez-le à minima dans le coffre-fort, mais le coffre-fort, on n'est pas sûr, hein. On a des exemples vécus de la DGSI qui disent bien le contraire. Et rapporter tout ce qui peut se passer aux responsables de chez vous ou, euh, ou un fournisseur, un partenaire que vous avez. Et en cas inspection à la douane, vol d'appareil, perte, voilà, prévenez tout de suite en interne au plus vite, voire en fonction de la gravité, ça peut être aussi auprès de l'ANSSI, la DGSI ou la DRSD pour la partie militaire. Je crois que Kate, Damien ont peut-être aussi d'autres informations vécues pendant l'événement. Vous voulez reprendre un peu la parole? Ouais, bon, rapidement, c'est pour donner quelques exemples de choses quand même qui se sont passées finalement pendant différentes éditions, hein. C'est vrai que le coup du scotch, par exemple, quand on a des petits démonstrateurs, je parle à des sortes de batteries, des petites cartes électroniques, en fonction de ce qu'on fait, bien entendu, ça se vole très, très, très facilement.
Franchement, il suffit que vous ayez le dos tourné 2 minutes. S'il y a beaucoup de monde, ça part direct. Donc voilà, il y a une des solutions qu'avaient trouvé certaines structures qui n'est pas infaillible, hein, clairement. Parce qu'à part les visser sur la planche de bois de votre stand, ça va être compliqué, mais il y en a déjà rien que le double face permet que voilà, ça vous fait gagner quelques précieuses secondes si quelqu'un essaye de le voler. C'est vrai que les bornes de recharge, on sait aussi que ça a été pendant longtemps des lieux où il y avait de la récupération d'informations. Après, voilà, c'est clair qu'on en voit de moins en moins, même sur un CES qui en a beaucoup fait la promotion pendant un temps parce que c'était un peu nouveau ces bandes de recharge, on n'en voit pratiquement plus. Donc voilà, c'est que c'est aussi rentré dans les mœurs aussi côté CES, ils en ont bien conscience. Mais voilà, c'est quand même un salon où vous avez un peu toute la tech mondiale qui est présente. Donc c'est un salon qui attire énormément, même ceux qui font un petit peu de la veille ou qui vont faire un petit peu d'espionnage industriel. La question, elle est souvent posée. Cette année, on verra comment ça se passe. C'est vrai que par un temps, il y avait beaucoup de Chinois aussi, et que ça inquiétait beaucoup aussi certaines startups qui exposaient, parce qu'il y avait beaucoup de structures qui faisaient un peu d'espionnage et enfin de la contrefaçon. On verra cette année s'il y a énormément une délégation chinoise, si elle est importante ou pas, avec les droits, enfin les taxes et les droits de douane qui ont été imposés par Trump. C'est un point. Mais voilà. En tout cas, quelques petits exemples. Je ne sais pas si Kate en a d'autres ou d'autres choses à partager, mais voilà, c'est arrivé. Il y a déjà au moins 2 ou 3 sociétés qui se sont fait piquer des démonstrateurs sur place, clairement. Pareil, pour ceux qui ont un Innovation Award, ça se pique très facilement aussi. Ne me demandez pas comment, parce que c'est vrai que c'est quand même déjà un peu plus gros, hein, c'est des trucs comme ça, mais ça se pique. Donc faites attention sur votre stand. L'avantage aussi, c'est qu'on est quand même tous regroupés ensemble. Donc voilà, on peut jeter un coup d'œil aussi sur le stand du voisin. Ça mange pas de pain, mais n'hésitez pas aussi à nous dire quand vous voulez partir à un moment donné pour aller aux toilettes, hein. Si vous êtes deux, s'il y en a un qui est tout seul, sur le stand, c'est plus compliqué à gérer, donc n'hésitez pas à nous dire à Kate ou à moi si vous voulez juste voilà, Je aller aux dirais aussi, toilettes, vos vous allez chercher un stands, sandwich. on a tous la même clé au placard. Donc, par exemple, et du Ouais, coup, normalement, les placards sont assez faciles à ouvrir aussi, même si on n'a pas tous la même clé. Souvent, on peut juste soulever le haut du placard. ouais, Donc, c'est pareil. C'est pas là où il faut laisser les affaires la nuit non plus. Donc, vraiment, emballez ouais, ouais. vos démos le soir et du coup, ramenez-le chez vous. Oui, quand Si, c'est possible, c'est clair, genre, et c'est vrai que si ce n'est c'est pas ouais, une grande démo d'Anton, genre, voilà. de 4 mètres par. Oui, oui, tout à fait. Voilà, non, rapidement, ce qu'on avait à partager, mais c'est pour vous dire, ça se vole très, très facilement. Voilà, Et voilà, pareil, voilà pour nous. vous-même, il y a des choses qui se volent aussi à travers vous et vos propos. Donc, c'est là où on a dit aussi pas faire attention lorsque genre, vous êtes plutôt des techos sur le stand qui allaient parler avec genre, les clients potentiels. Attention à ce que vous dites aussi, attention à ce que vous dévoilez aussi. Genre, ah oui, comment ça fonctionne? Eh oui, est-ce que vous utilisez ça? Est-ce que, genre, comment ça fonctionne ça? Genre, attention aussi à vous-même, comme, genre, à tel point vous aussi, vous partagez les infos sur vos produits. Ok. Voilà. Et est-ce qu'il y a des transformateurs, prévoir des transformateurs? C'est possible que pour certains, oui. Sinon, les prises, généralement, sont équipées déjà. Je sais plus, sur le stand, c'est des prises C'était FR, non? Non? non, c'était les multiprises américaines, me semble-t-il. Sur le stand? Il me semble, ouais. Ah oui, donc il faut prévoir les adapteurs. Mm, mm, mm. Ok. Et du coup, Adrien, donc là, c'est la question aussi, il me semble qu'il y a des petits trous, mais si jamais tu arrives la veille, il y aura toujours le standiste sur place et tu peux lui demander de percer un petit trou aussi sur ton stand. Oui. Ils sont assez sympas, les standistes. Donc, il me semblait qu'il y en a déjà, mais si jamais, on peut poser la question. Voilà. Et bah, Guigui, on Bien. te laisse la N'hésitez main. pas à reposer des questions dans le chat. Il me reste quelques slides. Je continue, c'est bon pour tout le monde? Ah, Richard est en train d'écrire. Bon, 220, ok. Donc, on a vu l'avant-salon, pendant le salon.
Après l'événement, donc vérifiez, comparer avec l'inventaire initial, voilà ce que vous ramenez. Sur le matériel informatique, faites des contrôles d'intégrité des PC, vérifiez les logs, lancez une analyse enfin, il faudra avoir installé plusieurs antivirus sur le PC et les lancer. Des analyses complètes, hein, pas des analyses rapides. Le fameux compte local dédié dont je vous parlais tout à l'heure, vous le supprimez et le mot de passe, vous le jetez, hein, vous ne le réutilisez pas. Une fois que tout cela a été fait seulement, vous réinitialisez ces PC. L'idéal étant de ne pas les réintégrer dans votre parc opérationnel, mais de les garder pour un prochain événement, potentiellement, mais pas de les réutiliser. Il peut y avoir des choses bas niveau qui ont été mises. Euh, Ensuite, faites une analyse des échanges que vous avez eus, confrontez vos points de vue avec les autres personnes. Est-ce qu'il y a des choses qui paraissent suspectes ou pas sur les cartes de visite, les QR codes potentiellement. Idéalement, si vous avez les compétences, ça serait bien de regarder ce qui se dit sur le dark web, sur vous, sur votre entreprise, pendant 2-3 mois après l'événement. Est-ce qu'il y a des choses qui sortent? L'objectif de tout ça étant de déterminer s'il y a eu une attaque ou pas. Alors, on s'en rend compte pas tout de suite, mais on peut aussi s'en rendre compte plus tard, des fois. Ou pas, mais quand on sait qu'on a été attaqué, ça permet aussi de pouvoir réagir par la suite. Et puis après l'événement, prendre rendez-vous avec le responsable sécurité chez vous pour établir un rapport d'observation sur ce déplacement. Donc là, je parle bien des aspects sécurité, intelligence économique, hein. Je ne parle pas des aspects commerciaux ou ce qui va se passer après. De façon à établir un retour d'expérience que vous pourrez réutiliser vous ensuite. Et puis, voilà, vous aurez fait ça, vous irez à d'autres salons. Donc vous aurez ce support, mais il y a des choses qui vont évoluer. Donc continuez à faire de la veille, à vous informer de ce qui se passe, des nouvelles techniques et des failles de logiciels qui sont à la mode à l'instant T. Voilà. Tout ça évolue très vite. Donc si vous vous rendez compte de quelque chose à un moment, si ça arrive, alors déjà, comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte? Donc ça peut être des ralentissements de votre ordinateur, ou des fois il se bloque de temps en temps, ou une application où l'OS plante, un logiciel qui peut se lancer tout seul, des choses inhabituelles, la souris qui bouge, enfin le curseur de la souris qui bouge tout seul, ou aussi au niveau des données, hein, des mails que vous n'avez pas lus mais que vous voyez lus, ou des choses que vous ne retrouvez pas, qui ont disparu, des données ou des documents que vous ne retrouvez pas, qui ne sont pas comme il vous semblait qu'ils étaient. Votre navigateur Internet qui est une page d'accueil qui est bizarre, qui n'est pas habituelle, des fenêtres qui apparaissent souvent sur les navigateurs. Voilà, tout ce qui est bizarre, posez-vous la question après un événement de ce type où vous avez pu être exposé, votre matériel a pu être exposé. Et malheureusement, aujourd'hui, tout ça a été très vrai auparavant, ça allait de moins en moins parce que c'est de plus en plus sophistiqué, donc potentiellement, vous ne verrez rien et vous aurez quand même été infiltré. Si vous vous rendez compte de quelque chose, la première chose, donc, c'est d'isoler immédiatement le matériel ou de demander l'isolement, hein, si ce n'est pas quelque chose auquel vous avez un accès physique, afin d'éviter que ça se propage sur le réseau. Euh, voilà, isoler, donc vous coupez le Wi-Fi, l'accès Internet, l'accès filaire. Il ne faut pas redémarrer ou éteindre la machine. Pour analyser les logs, voilà, au redémarrage, il peut y avoir des choses qui se lancent pour effacer les traces. Donc, absolument éviter de redémarrer ou d'éteindre la machine. Euh, Alerter immédiatement les services internes ou votre prestataire, hein, qui gère la sécurité si c'est externalisé. Prévenir en interne des collaborateurs, c'est peut-être pas forcément tout le monde. Donc tout ça, en fait, ça se prépare à l'avance, hein. En fait, il faut que vous ayez un plan de crise, que vous réfléchissiez à toutes ces choses-là avec une équipe de gestion de crise.
qui peut être purement interne ou que vous pouvez aussi faire aussi avec un prestataire. Et vous appliquerez ce plan en fait pour savoir dans ce cadre-là, est-ce qu'il faut prévenir tout le monde ou pas? Il peut y avoir des règles différentes en fonction des cas. Donc on est évidemment dans une situation de stress ou d'urgence à ce moment-là. Malgré tout, il faut tenir un registre de ce qui s'est passé à quel moment, ce qu'on a fait. S'il faut faire intervenir ensuite des services publics ou privés ou de l'État pour faire des enquêtes, hein, il faut pouvoir retracer comment se sont passés les événements. Et puis aussi pour en tirer des enseignements pour la suite. Préserver les preuves de l'attaque, message reçu, machine touchée. Ouais. Et puis ne payez pas de rançon, ça, l'expérience montre que ça c'est pas la bonne solution. Voilà, c'est assez large. J'ai dépassé un peu, moins que prévu finalement, mais c'est. Donc vous aurez les slides, il y a pas mal de mots-clés, vous pourrez refaire des recherches. Je suis disponible aussi. En conclusion, objectivement, hein, malheureusement, la menace est très élevée et encore beaucoup plus avec notamment l'IA. Donc c'est très sophistiqué. On a vu tout à l'heure dans les acteurs, il y a les acteurs professionnels, je ne sais plus comment je les avais nommés, mais voilà, c'est un business, hein, ça rapporte de l'argent et c'est professionnalisé. Ils, ils font des horaires de boulot, alors peut-être en 3-8, mais c'est pas forcément, enfin, ça peut être le petit étudiant chez lui, mais c'est aussi quelque chose de très, très industriel. Donc quelqu'un qui veut vous cibler spécifiquement vous, qui a des moyens, encore plus si c'est un État, voilà, vous avez de faibles chances finalement de pouvoir l'empêcher. Mais avec une sensibilisation, une préparation, vous pouvez à minima, voilà, le PC blanc, vous pouvez limiter ce qui est accessible. On vous vole votre PC certes, mais juste sur ce qui était à ce moment-là. Éviter des attaques opportunistes. Les clés USB, les QR codes, vous le savez, voilà, ça, c'est du phishing, hein. On met plein d'hameçons et puis on regarde ce qui tombe. Si vous le savez, vous ne faites pas avoir. Et puis être vigilant avant, pendant, après l'événement, et puis au jour le jour en fait, parce qu'il n'y a pas qu'au CES que vous serez la cible, hein. Ça vous permet à minima de valider qu'il s'est passé quelque chose et puis du coup de pouvoir réagir par la suite. Voilà, j'arrive à la fin. Donc, la cybersécurité, effectivement, c'est pas que c'est pas, c'est vraiment plus une option. Et ça doit rentrer dans l'ADN de toute entreprise, hein. C'est une culture. Voilà, voilà. Merci Et ben beaucoup, parfait. Guillaume. Merci J'ai regardé Lydie. un petit peu le chat tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles choses. S'il y a Je des questions, pense je peux pas. essayer d'y répondre. Si vous Pour avez des l'instant. questions, en effet, vous pouvez les poser. Est-ce que je peux? Mais c'était une bonne séance de sensibilisation pour ceux qui Ouais. débarquent. Et j'avoue, genre, tu nous as déjà formés à plusieurs reprises sur la cybersécurité, mais moi, j'ai appris des nouvelles choses, genre, des nouveaux mots, des nouvelles façons de nous hacker que je ne connaissais pas du tout. Donc, chaque fois, j'apprends des choses. Et je me permets aussi, je crois qu'il y a Adrien qui avait une proposition à vous faire aussi. Donc, c'est un des exposants dans la délégation, c'est Unirock, genre Unirock, je crois, si je ne me trompe pas, VJ Domaine en tout cas, qui propose de vous faire genre une petite test pour tester, genre, est-ce que votre nom de domaine a été squatté, hacké, tout ça. Mais Adrien parlera beaucoup mieux que moi. Mais du coup, il propose d'accompagner les membres de la délégation aussi dans leur cybersécurité et du coup, déjà de savoir est-ce que l'état actuel est bon. J'irai voir aussi, je ne connaissais pas. Oui, merci Kate. Bonjour à tous. Alors, c'était juste ce que je disais. On fait partie de la délégation et on avait parlé plusieurs fois, voilà, le fait d'être solidaire et tout.
On a un des aspects de notre positionnement, c'est de viser également les TPE sur des sujets TPE, PME, sur des sujets qui aujourd'hui sont adressés uniquement par des plateformes accessibles aux très très gros. Le typo squatting qui a été évoqué là avec Guillaume et dans la présentation, c'est le nom de domaine qu'on va prendre qui est proche du vôtre pour écrire en votre absence et tout. Voilà, c'est des choses qui aujourd'hui sont quasi impossibles à détecter avec des solutions. Il n'y a pas de solution sur le marché gratuite, facile. Et notre positionnement, c'est aussi d'avoir des offres qui permettent d'avoir gratuitement, en fait, pour les petites boîtes, des outils. Notre business étant plutôt sur les grosses. Et puis même en étant dans la délégation, on peut même réfléchir à faire quelque chose. On ouvre un peu les vannes jusqu'à la fin du CES. Mais voilà, pour avoir le maximum de surveillance, j'espère bien qu'on n'aura pas tout ce qui a été présenté là. Ce qui serait plutôt En effet. effectivement plus que problématique. Vous savez que ça existe. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est vrai que L'ingéniosité tout, n'a là, pas de c'est vrai limite. Hein. que le mec, il vous en veut, quoi. Ils sont mais aussi ouais, dans écoute, l'innovation, les hackers. Hein, donc, oui. ah bah oui, ah bah, oui, Ils sont très souvent forts. d'ailleurs. Mhm. Mais oui, écoute, Adrien, peut-être qu'on pourra en échanger par la suite, essayer de voir un Oui, peu ce qu'on peut faire. à dispo, Ouais, c'est juste super. comme ça, voilà. Mais, pas de Ok. problème. Bah, Mais merci merci beaucoup. pour la proposition. Et bien voilà, je crois que c'est la dernière session À distance. à distance. La prochaine, c'est le 24 novembre et c'est In celle real en life. présentiel. Voilà. Et puis c'est surtout que, oui, la prochaine, ça sera la dernière avant le CES. Voilà. Écoutez, du coup, on se donne rendez-vous le 24 à l'hôtel de région. Normalement, on a eu Elise au téléphone qui devrait vous envoyer donc les invitations pour le Last Call Before Packing et la conférence de presse. Du coup, ça serait normalement cette semaine ou semaine prochaine. Donc voilà, ça va arriver vite. Pas d'inquiétude, les invitations vont arriver. Et vous Voilà. bloquez la date. C'est genre Oui. 9h, 14h, je crois. Ouais. Et comme d'hab, vous savez où nous trouver si vous avez des questions, des soucis, des Tout à fait. interrogations. Voilà. On est là. On est là. Merci à tous. Et merci Merci. Guillaume. Merci Guigui. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.